Le sang, c'est ce qui nous maintient en vie. Pour ça, il doit être parfaitement fluide. Mais à la moindre coupure, il doit devenir solide et très vite. C'est ce mécanisme incroyable, ce véritable paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui. On s'est tous déjà coupés, pas vrai? Et on a vu le saignement s'arrêter tout seul. Ça nous paraît normal. Mais derrière ce petit miracle du quotidien se cache une des réactions en chaîne les plus complexes et les plus fascinantes de notre corps. Alors, comment ça marche au juste? Pour bien comprendre tout ça, voilà notre plan. On va commencer par le début, l'urgence, puis on plongera au cœur de la cascade elle-même, on verra ensuite comment on la mesure, ce qui se passe quand ça tourne mal, et enfin, comment la médecine a appris à la contrôler. Bon, tout part de là. Une blessure, une brèche dans un vaisseau sanguin, c'est le point de départ de toute l'histoire. Dès qu'un vaisseau est abîmé, c'est l'alerte générale. Le corps n'a pas une seconde à perdre. L'objectif numéro 1, c'est de colmater la brèche pour stopper l'hémorragie. C'est vraiment le coup de pistolet qui lance une mobilisation générale de toute une armée de molécules. Alors maintenant, le plat de résistance, la fameuse cascade de coagulation. Il faut l'imaginer comme un plan d'urgence super bien ficelé, une série de dominos qui s'activent les uns après les autres dans un ordre bien précis pour arriver au but final, le caillot. Et pour que ce plan marche, il faut une équipe. Voici les personnages principaux. Le fibrinogène, c'est le matériau de construction, un peu comme les briques. La prothrombine, c'est le chef de chantier, qui va devenir l'enzyme la plus importante, la thrombine. Ensuite, on a les ouvriers spécialisés, les facteurs 7, 9 et 10, qui ont besoin de vitamine K pour pouvoir travailler. Et puis, super important, on a les superviseurs de sécurité, l'antithrombine et les protéines C et S. Leur boulot, c'est de s'assurer que tout s'arrête une fois la brèche réparée, pour éviter que la coagulation ne s'emballe. La première étape, c'est la voie qu'on appelle extrinsèque. C'est la voie rapide, la larme qui vient de l'extérieur du sang. Le tissu blessé libère une substance, le facteur tissulaire, qui active tout de suite le facteur 7. Le but, créer une toute petite étincelle, un début de thrombine, pour lancer la machine le plus vite possible. En même temps, une deuxième voie se met en route, la voie intrinsèque. Elle, c'est le signal interne. Elle est un peu plus lente à démarrer, mais elle est beaucoup plus puissante. C'est une chaîne de facteurs qui sont déjà dans le sang et qui s'activent en série pour amplifier massivement la réponse. C'est un peu comme l'arrivée des renforts en masse. Et ce qui est génial, c'est que ces deux voies, la rapide et la puissante, finissent par se rejoindre en un seul point. Leur objectif commun, c'est d'activer le facteur X. Une fois qu'il est activé, il s'associe au facteur V pour former un super complexe, la prothrombinase. C'est vraiment le carrefour stratégique de toute la cascade. Et c'est là que la magie opère. Ce complexe, la prothrombine, va transformer notre chef de chantier, la prothrombine, en sa forme active, la thrombine. Et la thrombine, c'est l'architecte final. Elle va découper notre matériau, le fibrinogène, en plein de petits morceaux de fibrine. Ces morceaux s'assemblent, mais c'est encore un peu fragile. Alors la thrombine active un dernier facteur, le 13, qui va venir littéralement coudre toutes ces fibres ensemble pour créer un filet solide, en 3 dimensions. Et voilà, la brèche est bouchée. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, dans un laboratoire, comment on fait pour vérifier que tout ce système fonctionne bien? Eh bien, on utilise surtout 2 tests. Le premier, c'est le temps de prothrombine, ou TP. Lui va explorer la voie de démarrage rapide, la voie extrinsèque. De l'autre côté, on a le temps de céphaline activé, le TCA. Lui, il va tester la grosse vague d'amplification, la voie intrinsèque. En combinant les deux, on a une très bonne idée de la performance globale de la cascade. Le problème avec le TP, c'est que les résultats peuvent un peu varier d'un labo à l'autre. Alors, pour que tout le monde parle le même langage, surtout quand on suit des patients sous traitement, on a créé l'INR. C'est un calcul qui standardise le résultat du TP. C'est un outil absolument essentiel pour gérer en toute sécurité les patients qui prennent des antivitamines K, par exemple. Ce système de coagulation, c'est vraiment un équilibre très fragile. Mais qu'est-ce qui se passe quand cet équilibre est rompu? C'est là qu'on entre dans les maladies. En gros, il y a 2 façons pour que ça déraille. Soit le système devient hyperactif, et là, c'est la thrombose, des caillots se forment là où il ne faut pas et bouchent les vaisseaux, soit au contraire, le système est trop faible, et là, c'est l'hémorragie, le corps n'arrive plus à arrêter les saignements, 2 extrêmes, 2 situations potentiellement mortelles. Les raisons d'un manque de coagulation peuvent être variées. Ça peut être génétique, comme les hémophilies, où il manque un facteur clé dès la naissance, mais ça peut aussi s'acquérir au cours de la vie. Par exemple, si le foie, qui est notre usine à facteurs de coagulation, est malade, ou encore si on manque de vitamine K, qui est indispensable pour fabriquer certains de nos ouvriers les plus importants. La bonne nouvelle, c'est que toute cette connaissance a permis de développer des médicaments. La médecine a appris à freiner cette cascade pour empêcher la formation de caillots dangereux. Pour maîtriser la coagulation, on a principalement 3 grandes familles de médicaments.
Les plus anciens, qu'on appelle les antivitamines K ou AVK, les héparines, qui agissent très vite, et les plus récents, les anticoagulants oraux directs ou AOD. Les AVK, leur stratégie est simple. Ils visent l'usine de production, le foie. Ils empêchent le foie d'utiliser correctement la vitamine K. Résultat, l'usine ne peut plus fabriquer des versions efficaces de plusieurs facteurs cruciaux, comme les facteurs I, V, 8 et 10. Moins d'ouvriers qualifiés, ça veut dire une coagulation bien plus lente. Les héparines, elles, jouent un tout autre rôle. Elles ne bloquent pas la production, elles boostent la sécurité. Vous vous souvenez de notre superviseur naturel, l'antithrombine ? Eh bien, l'héparine vient se coller à elle et multiplie son efficacité par 1000. Cette antithrombine boostée devient alors un super gardien qui neutralise à toute vitesse les deux acteurs les plus puissants, le facteur XA et la thrombine. Et enfin, les AOD, c'est la nouvelle génération. Leur action est chirurgicale, presque comme un sniper. Ils ne passent pas par des intermédiaires, ils vont directement se fixer sur une seule cible, très précise, pour la bloquer. Certains visent le facteur XA, notre fameux carrefour, et d'autres visent directement la thrombine, l'architecte. C'est une approche beaucoup plus ciblée. Finalement, on en revient toujours à ça, une question d'équilibre. Cette citation le dit très bien, notre corps est en permanence sur un fil entre le risque de saigner à mort et le risque de former un caillot fatal. C'est un système magnifique, mais dont le moindre dérèglement peut avoir des conséquences dramatiques. Et ça nous amène à une question pour le futur. Avec des médicaments de plus en plus précis, est-ce qu'on arrivera un jour à moduler cette cascade à la demande, à la régler comme un thermostat pour l'adapter parfaitement aux besoins de chaque personne, dans chaque situation? La quête pour maîtriser ce fil de la vie est loin d'être terminée.